Eh ben, bonsoir à vous. Je fais un coucou à la Lune, c'est dommage avec ma caméra, je sais pas si c'est à cause de l'humidité ou machin, bon il fait froid. On voit pas les cratères de la Lune quand je filme. En tout cas moi je les vois pas, même en zoomant. Je ne les vois pas. Non, je les vois pas. Voilà. Il y a un petit merle qui chante. On est dans la nuit du 18 au 19 février 2019. Les choses avancent pour mes créations et il se passe énormément de choses assez particulières en France ces derniers temps. Voilà. Hop là, coucou. Coucou. Je rentre parce que j'ai froid, j'ai chopé une crève monumentale. Et là, je vais remettre sur ma table la vaisselle. J'ai un peu froid, je rentre. Alors, comme j'ai chopé une crève monumentale, je reste pas 3 heures comme ça. Bonsoir, ma chérie. Je parle à la lune, évidemment. Oui, cousin à la lune. Bah ouais, je me fais ce plaisir. Je me fais ce plaisir. Bah ouais. Je me fais ce plaisir. Oui, je sais, un atelier, c'est le bordel. Surtout quand on est un artiste déluré comme moi. Alors, tout à l'heure, ça a coupé pendant que je voulais faire un enregistrement. Voilà. Et j'avais filmé ça, mais c'est-à-dire le processus. Voilà, j'étais en train de peindre et puis j'étais en train de réaliser ça. Voilà. Des étapes de préparation pour mes peintures sur chemise. Un instant. Excusez-moi les amis. Bon, alors cette petite intro étant faite, c'est Stienka Tralala Number 4, j'espère en une seule partie. Je vais enregistrer quelque chose que je voudrais vraiment partager parce que je l'ai partagé avec Jean-Luc Mélenchon dans l'objectif de lui rappeler des arguments. Il les a repris dans plusieurs de ses discours, ça lui a été utile. Bon, j'attendais pas à ce qu'on me renvoie des médailles, mais qu'on me dise, je sais pas, merci. Ouais, merci. C'est pas trop demandé. Surtout avec Garrido qui n'a pas été foutu de lui transmettre une clé USB. Comment dire, une clé USB avec des informations sur le bordel judiciaire en PACA. Et ensuite, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai pas eu de nouvelles et que Raquel Garrido s'est un peu foutue de ma gueule, quoi. Elle a joué à la parisienne, starlette de télé, quoi. Donc, moi je suis désolé les amis, hein. Vous me regardez là? Je vais être très grossier, je vous demande pardon par avance. Mais j'en ai rien à foutre de son gros cul. Ok? Elle a son mec, son machin, etc. Elle joue à la starlette. Non mais faut arrêter là. On donne des informations. On donne des informations pour qu'elles soient utilisées, pour qu'elles soient utiles au mouvement des insoumis. Il y a l'autre là. J'ai oublié son nom à l'instant. Michel. Allez, on va l'appeler Titi. Voilà, parce qu'elle est très sympa en fait, mais elle n'a pas compris ce que je lui disais.
elle n'a pas compris que le fait de bloquer un apport d'information face à la Macronie, c'est quelque chose de dangereux. Alors maintenant, il y a un autre phénomène qui s'est produit, c'est que les gens redécouvrent le phénomène d'urgence sociale, d'urgence juridique, d'urgence dans tous les sens du terme. Et voilà quoi. Et je trouve ça déplorable. Voilà. Parce qu'il a fallu que je me démerde tout seul, sans aide, sans avocat, en soutenant du mieux que j'ai pu sur Twitter, sur Facebook, ou même en manif à Marseille au moment où il y avait les cheminots. Voilà. Disons que j'étais assez déçu de la réaction de certaines personnes, quoi, qui réagissent avec un certain dédain, un certain mépris, sans savoir, par ignorance, par méconnaissance. Et oui, vraiment, j'insiste, je trouve ça absolument déplorable. Donc j'ai dit, répété, répété plusieurs fois, Edmond Vermeil, étude de l'économie allemande, 1918-1933. De quelle façon le grand capital allemand s'est servi d'une forme d'esclavage, de désindustrialisation, de précarité sur plusieurs plans pour le monde sur le monde des travailleurs, pardon. Tout en augmentant leur profit, mais c'était juste dans la continuité finalement de ce qu'a été l'esclavage, de ce qu'a été l'esclavage couplé au progrès technique, mais en progrès technique toujours avec ses particularités esclavagistes. Et d'ailleurs, on en paye le prix aujourd'hui parce que c'est toujours les mêmes familles qui sont aux commandes. Voilà, alors maintenant, pendant que je vais griffonner, faire je sais pas quoi, peut-être même repeindre un petit peu, parce que après tout, j'ai peut-être envie un petit peu de me détendre aussi, et ben et j'espère que ça coupera pas, je vais vous faire écouter un entretien de 1978 de feu l'économiste François Pérou, et c'est donc ces informations que j'avais partagées avec Jean-Luc Mélenchon, enfin à son intention, à l'intention de la France Insoumise. Et comme le contenu est assez précis, je vous recommande de faire le silence autour de vous, de vous poser, posez-vous, préparez tout, votre tasse de café, vos clopes, voilà, mettez-vous au calme, je vais envoyer la bande son. Pardon pour le larcène. Alors, t'es prêt toi? Allez, 1, 2, 3. Pour que la théorie soit déterminée, on suppose que les facteurs sont homogènes, que les fonctions de production sont les mêmes, d'une nation à une autre nation, que le régime entre ces paquets de facteurs de la production en proportion inégale d'un pays à l'autre, que le régime du transport, du transfert d'une nation à l'autre est celui de la concurrence complète, pure et parfaite. Tout cela
représente un exercice intellectuel qui n'est pas sans fruit, mais qui n'a pas les moindres rapports avec les situations auxquelles nous sommes confrontés. Une autre théorie fondamentale dans l'ordre du commerce extérieur a été obtenue en couplant les vues de Ricardo et celles de Hume. Mon Dieu, des auteurs fort anciens. Et Ricardo, vous vous en souvenez, a soutenu la thèse du commerce international provoqué par les coûts comparatifs. Or, aujourd'hui, ce que l'on sait bien, c'est que les coûts comparatifs sont cherchés. Jan Tinbergen le marque encore dans le remarquable rapport sur l'ordre international nouveau qu'il a présidé et coordonné. On cherche à organiser les meilleurs coûts comparatifs qui peuvent restaurer un commerce extérieur moins anormal. On ne les prend pas dans une vue statique comme des données auxquelles il faudrait se conformer. Quant à Hume, il a donné une théorie de l'équilibre probable des balances, des comptes et du commerce en termes monétaires. Disons que dans tous les documents récents, et tous ceux qui ont été consacrés à l'inflation avec stagnation notamment, on a souligné que l'attention donnée en excès aux flux monétaires aurait dû se porter vers les flux réels, c'est-à-dire les flux de produits et de marchandises. Aussi, les mécanismes ricardiens et de Hume se transforment-ils sous nos yeux en des desiderata politiques. On cherche aussi, par une politique appropriée, à donner des niveaux de coûts relatifs et de prix relatifs aux différents pays qui leur permettent des échanges internationaux qui ne soient pas trop anormaux. Que l'on veuille un certain contrôle des prix, c'est évident, puisque beaucoup de littérature est construite sur la stabilisation des produits de base, des produits primaires. Il est évident que les États-Unis sont actifs, puisqu'ils font pendant longtemps obstacle à tout projet portant sur un fonds de stabilisation. Et il est évident que les pays sous-développés essayent d'être actifs et sont déjà actifs par les documents qu'ils font établir au niveau des Nations Unies. Ce sont des rencontres de partenaires, à la fois placés dans une situation de conflit et dans une situation obligée de coopération que nous avons sous les yeux. Des partenaires actifs, dont les pays industrialisés, ou quelques-uns d'entre eux, s'efforcent de devenir les arbitres sans y parvenir du reste. Disons donc qu'une théorie qui admet l'activité, l'inégalité, les structures est tout à fait à l'ordre du jour. Allons un peu plus loin, énonçons, au moins comme une hypothèse d'action, que c'est la seule analyse qui puisse être retenue. L'équilibre des unités actives, voilà ce qui importe. L'équilibration des acteurs, voilà ce que l'on constate, et tant sur le plan de la formalisation que sur celui de la mathématisation de ces phénomènes, nous ne sommes pas plus démunis, bien au contraire, que lorsqu'il s'agissait de représenter le monde en copiant Walras ou Pareto, ou bien en démarquant Keynes. Le moment est venu de montrer quelque imagination, et tout respect étendu à ces grands ancêtres, d'essayer de construire des appareils d'analyse qui conviennent aux situations du présent. François Péroux, quel est le lien logique entre cette conception de la nation et votre conception du sous-développement ? Je me suis attaché à définir le sous-développement par 3 traits. Les pays en voie de développement ou les pays sous-développés sont des économies mal articulées, inarticulées, sous le rapport des prix, des flux et de la communication de l'information. Si bien que
une impulsion donnée dans une partie du système ne se propage pas dans l'ensemble du système. Plus profondément que le marché, il faut atteindre le réseau de communication. Et plus profondément que le marché, il faut atteindre les structures que le marché ne peut pas vaincre. Voici un pays où il y a quelques agglomérations industrielles et quelques agglomérations urbaines et tout autour, si je peux dire, de grands déserts. Le marché ne trouve pas là un milieu de développement favorable. Voici un pays où, certes, une langue véhiculaire est pratiquée, mais où dans de vastes régions, des dialectes d'ethnie sont toujours la langue usuelle. Eh bien, disons que ce n'est pas le meilleur des milieux pour faire des affaires ou bien pour organiser une économie collective. Donc, premier trait, inarticulation, à la fois technique et sociale. Le second trait, le second caractère de ces pays est la dépendance. Ils dépendent de l'extérieur. Ils dépendent de l'extérieur et ils reçoivent des effets asymétriques de l'extérieur. C'est bien évident, car au colonialisme d'autrefois a succédé un état de rapports inégaux entre les métropoles et leurs anciens empires coloniaux, ou les pays avec lesquels elles avaient des relations d'affaires, mais qui étaient incomparablement moins développés qu'elles. L'échange illégal reste la règle. Et le troisième trait de ces pays est plutôt dire un gaspillage énorme. Gaspillage de ressources naturelles, parce que leur appareil de production n'est pas assez développé pour obtenir le plein emploi des ressources naturelles, mais aussi gaspillage de ressources d'hommes en raison d'un état démographique déficient, d'une culture insuffisante, gaspillage d'hommes aussi redoutable, ou peut-être plus redoutable, que le gaspillage des ressources naturelles. Pour lutter contre cet état de choses, caractérisé comme je viens de le dire, il faut évidemment tenir compte de ce qui est, et ce qui est, c'est la montée d'un nationalisme parfaitement justifié dans ces pays en voie de développement. Ils ont compris que la nation est une solidarité. Ils ont parfaitement vu que la nation, si faible qu'elle soit, souvent il s'agit d'une quasi-nation, d'une nation qui n'est pas de plein exercice, si faible qu'elle soit, peut être une occasion de lutter progressivement contre l'inégalité dans les rapports mondiaux. Aussi, sommes-nous en présence de l'effort des jeunes nations et du début de la croissance des jeunes nations, ainsi que je l'ai marqué dans un livre publié il y a quelques années. C'est précisément parce que nous n'avons pas affaire à des ensembles d'objets, à des ensembles d'éléments physiques, des ressources naturelles, ou des forêts à exploiter, ou de l'énergie hydraulique à utiliser. C'est précisément parce que nous avons affaire à des groupes d'hommes qu'il y a un lien étroit entre les nations en voie de se faire, la croissance des jeunes nations et le rétablissement d'un État supportable des rapports économiques à l'échelle du monde. Or, il est bien frappant qu'un grand économiste anglais, Madame John Robinson, dans un texte récent, a posé le problème, a posé la question. What is a nation? Qu'est-ce qu'une nation? Sujet qui n'a pas été souvent traité frontalement dans la littérature anglo-saxonne, précisément parce que celle-ci s'intéressait au marché, concevait la nation comme une sorte de marché malheureusement peu communiquant avec les autres, refusait de voir autre chose que des produits et des marchandises,
Et lorsque John Robinson demande qu'est-ce qu'une nation, elle nous incite à répondre directement à cette importante question. Nous ne comprenons la nation que si, au-delà du marché, nous y voyons une organisation. C'est un groupe de groupes arbitré par le monopolaire de la puissance publique, l'État. C'est une combinaison de pôles et de zones de développement qui sont plus ou moins coordonnées par des puissances publiques, collectivités locales ou pouvoirs publics centraux. Enfin, ce sont des ensembles d'hommes inégalement actifs, c'est-à-dire illégalement capables de se modifier eux-mêmes, de modifier leur environnement et d'agir par voie d'influence sur les autres hommes. Lorsque j'ai écrit en 1969 un ouvrage sur l'interdépendance des nations et l'indépendance de la nation, j'ai été souvent mal compris. Je n'ai jamais, bien entendu, soutenu la thèse de l'autarcie et pas davantage celle de l'indépendance au sens banal du mot. J'ai indiqué que l'autonomie nationale ne peut être oubliée par personne tant que durera le fait nation. Or, représentant d'une nation avant de se faire ou d'une nation depuis longtemps en fait, ne peut pas se dispenser de penser à une population modelée par l'histoire, organisée, installée sur un territoire. Et ce sont les intérêts de cette population que, plus ou moins gauchement, il est bien obligé, par son mandat même, de définir et de défendre. Alors s'il en est ainsi, disons que le bien-être de la nation importe et que l'organisation nationale ne peut pas être passée par prétérition, ne peut pas être mis entre parenthèses. Bien mieux, nous constatons l'organisation et l'activité de grandes zones industrielles dans le monde. On parle d'une certaine entente entre les États-Unis, le Japon, l'Europe à naître. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit de zones fortement industrialisées et depuis longtemps détenant une puissance remarquable pour le bien, pour le mal, ou bien pour la terrible neutralité dont Jaurès disait « la neutralité, ce néant ». Nous n'avons pas le droit d'être neutre devant la misère du monde et devant les déséquilibres dont il est la victime en ce moment. Aussi, cette organisation, par zone industrielle, ne peut-elle pas négliger les populations telles qu'elles sont, les masses humaines, j'y reviendrai, et l'Europe, qui tente de se constituer, ne pourra le faire que si elle justifie une fois encore de son relèvement plénier et de sa puissance par une attention donnée aux moins développés, aux moins favorisés, c'est-à-dire en portant une fois encore le fardeau d'un universalisme qui est pour elle un honneur, mais qui est pour elle aussi une charge. J'ai écrit en 1954 un livre étendu intitulé « L'Europe sans rival ». Je n'ai aucune intention de me désavouer. Je souhaiterais qu'on relût en ce moment quelques-uns des passages fondamentaux de ce livre. Et les soirs où je rêve, j'imagine qu'il pourrait être réédité en format de poche puisqu'il a été enlevé en moins d'une année, alors qu'il contredisait, au moment où il a été écrit, les thèses en faveur d'une Europe concentrée, braquée, d'une Europe moignon, l'Europe des six purement continentale. L'Europe sans rivage a un double contenu. On doit dire que l'Europe doit reprendre sa marche en avant dans l'ordre économique, de devenir un centre d'exportation puissant, exportation de marchandises, exportation d'idées, mais on doit se souvenir aussi que l'Europe a contribué à la civilisation du monde, et elle doit le faire aujourd'hui sur un niveau plus élevé, obligée qu'elle est à un désintéressement plus manifeste
c'est-à-dire à un universalisme qui ne se paye pas de mots. Nous avons un universalisme favorable aux populations en tous les moyens techniques. Il suffit maintenant que l'Europe se trouve à la tête des pays capables d'imagination, d'une certaine dose de générosité, c'est-à-dire d'une certaine attention à autrui. Dans l'émission de demain, nous examinerons les problèmes du désordre monétaire international. Précédent entretien, François Péroux nous a parlé de la théorie du commerce international, de ses applications, notamment du dialogue Nord-Sud. Il a évoqué également le rôle joué par les États-Unis dans les difficultés mondiales. Il nous a entretenu de la conception de la nation et de sa conception du sous-développement. François Péroux, vous ne nous avez pas parlé de la monnaie et des désordres monétaires extérieurs. Nous sommes, tout le monde le sait, mais chacun ne réalise pas quelles sont les causes de cet état de choses. Nous sommes dans un désordre monétaire tel que l'Europe civilisée et le monde civilisé n'en avaient pas jusqu'ici connu. Ce fut une grande illusion de penser que l'échange fluctuant serait la panacée. Les changes fluctuants en période normale sont une chose. En période de crise monétaire, une toute autre chose. En période quasi normale, les changes fluctuants bénéficient des avantages qu'on leur attribue au niveau théorique, c'est-à-dire le rétablissement en quelque manière quasi automatique des balances extérieures, la suppression de la nécessité des réserves, la possibilité pour chaque pays n'ayant pas à se préoccuper de façon lancinante de la balance extérieure, de pratiquer une politique de plein emploi et d'expansion nationale. Mais tout cela ne s'est pas vérifié, ne peut pas se vérifier dans un moment de crise aiguë de caractère à la fois monétaire et réel. Dans une telle situation, les changes fluctuants sont un atout de plus aux mains des économies puissantes. En effet, elles ne laissent pas fluctuer les changes sans intervenir pour régler la fluctuation, à leur bénéfice bien entendu. D'autre part, les changes fluctuants, lorsqu'il y a une sorte d'instabilité partout répandue et de tout caractère, instabilité des flux réels, instabilité des flux monétaires, instabilité des anticipations, dans de telles conditions, les changes fluctuants ajoutent à une instabilité déjà à la limite du supportable. C'est donc à la légère que l'on a préconisé l'échange fluctuant comme remède au désordre monétaire international. Il est d'une origine telle que les changes fluctuants ne peuvent pas suffire à opérer la guérison. En effet, c'est le dollar, devise clé, mon Dieu, devise qui exerce des dominances, qui est à l'origine de la plus grande partie des troubles dont nous souffrons. Chacun le sait, la décision de Nixon de 1971, le décrochage, regarde là, a été suivi de la seconde dévaluation américaine de 1973, et depuis 1973,
nous sommes dans un régime de fluctuation peu dirigé, mal dirigé, et qui n'est pas une occasion de perte pour tout le monde. Ces fluctuations ont été acceptées, entérinées par les accords de la Jamaïque de 1976. Ces accords que l'on a présentés quelquefois comme un considérable succès. Que contenaient-ils? Eh bien, la confirmation du régime d'échange fluctuant et puis l'indication qu'en cas de fluctuation par trop grave, les grands, les puissants pourraient se mettre d'accord pour limiter ces fluctuations. Eh bien, jusqu'à présent, on a vu que ces accords ne suffisaient pas. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir aujourd'hui un nouveau système préconisé, au-delà du petit serpent européen, le dessin, l'esquisse d'un grand serpent à l'échelle mondiale, c'est-à-dire d'une entente entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et la France et la Suisse, pour maintenir dans des limites tolérables les fluctuations des changes. Une fois de plus, dans l'ordre théorique, ce serpent gigantesque, s'il fonctionnait, c'est-à-dire s'il gardait à l'intérieur des limites que son corps dessine, les fluctuations des monnaies, serait un animal, un serpent bénéfique. Il reste simplement à voir comment les grands s'entendront mieux pour maintenir des marges de fluctuation que ne se sont entendus entre eux les moindres seigneurs, ceux de l'Europe, qui ne sont pas parvenus à se tenir à l'intérieur des marges de fluctuation initialement établies lorsque l'on a lorsque l'on a convoqué le petit serpent pour résoudre les difficultés de nos pays. Je me permets ici, si vous le voulez bien, un tout petit intermède